Le capitaine Smith donna l'ordre de sauver avant tout les femmes et les enfants. C'est ainsi que commença une nuit de terreur, d'héroïsme et de vilenie. À 2h17, le dernier signal radio, le capitaine Smith commanda à l'équipage. Maintenant, c'est chacun pour soi. À l'arrière, parmi les centaines de personnes terrorisées, l'orchestre se mit à entonner. Plus près de toi, mon Dieu. On entendit un bruit de tôle, une cheminée tomba et écrasa plusieurs personnes. Le navire se coupa en deux. Les lumières s'éteignirent, la proue sombra et quelques instants plus tard, ce fut au tour de la poupe. Des centaines de personnes moururent lentement dans l'eau d'hypothermie. 1518 personnes périrent, dont de nombreux enfants. Le mois d'avril 1912 restera à jamais marqué dans les annales de la White Star Line, l'une des plus importantes compagnies de navigation de la Grande-Bretagne. La RMS Titanic, la dernière acquisition de sa flotte de paquebots de luxe, était sur le point d'entrer en service comme navire de transport de passagers et de courriers. C'était le plus grand objet mobile jamais créé par l'homme. 269 mètres de long, 28 mètres de large, et il pesait 46 000 tonnes. Sa coque était constituée d'un double fond et une série de cloisons la parcourait dans toute sa longueur. Il suffisait de regarder le Titanic pour se sentir en totale sécurité. Ces 4 énormes cheminées s'élevaient dans le ciel comme symbole d'une nouvelle victoire de l'homme sur la nature. Le capitaine Edward Smith affirma confiant que les systèmes modernes pour la construction des navires ont surmonté le problème. La Chambre de commerce anglaise semblait être d'accord. Le Titanic était réputé insubmersible. Malgré le vent froid, c'était une belle journée ensoleillée et l'orchestre jouait des airs entraînants. À bord se trouvaient quelques-uns des personnages les plus aristocratiques et influents de l'époque. Mais la plupart des passagers étaient constitués de jeunes émigrants qui voyageaient en 3e classe. Le 10 avril 1912, le Titanic leva l'ancre pour son voyage inaugural. Le navire fit une escale à Cherbourg, sur les côtes françaises de la Manche, et à Queenstown, en Irlande. Le jeudi 11 avril, le navire longea la côte découpée de l'Irlande qui représentait pour les passagers la dernière image de la terre ferme. À l'aube du 12 avril, le Titanic naviguait déjà en plein océan Atlantique. Le mouvement du bateau et les bruits des machines étaient tellement imperceptibles que les passagers qui se trouvaient dans la salle à manger auraient pu facilement imaginer être dans un hôtel de luxe et non pas sur un navire. Le dimanche 14 avril, le soleil resplendissait et la mer était calme. Le commandant Smith célébra la messe qui fut suivie du petit déjeuner. Dans la salle à manger, l'un des arguments de conversation concernait la distance parcourue et la distance restant encore à parcourir. Cette nuit-là, le commandant fit augmenter la vitesse à 22,50 nœuds, presque 42 km/h. La mer était calme, il n'y avait pas de vent, la température était descendue à 1 degré au-dessus de zéro, et cela signifiait qu'il aurait certainement gelé dans la nuit, mais aussi qu'avec une mer aussi calme, il n'aurait pas été possible de distinguer les vaguelettes qui se forment autour des icebergs et rendent leur repérage plus facile. Au cours de la soirée, les salons se vidèrent lentement et les passagers gagnèrent leurs appartements et leurs cabines. Le premier officier William Murdoch laissa filer le navire à la vitesse de 22 nœuds et demi. À 23h40, alors que le Titanic se trouvait à 1300 milles environ de New York,
Une des vigies aperçut dans la brume une masse sombre qui flottait sur l'eau et cria « Iceberg droit devant !» Murdoch ordonna d'inverser les moteurs, mais il était trop tard. Durant sa manœuvre de virage, le côté droit de la proue entra en collision avec la glace, mais d'une manière tellement douce que personne ne pensa immédiatement qu'un dommage sérieux avait pu se produire. Le commandant, informé de la collision, quitta sa cabine. Mais entre-temps, le bateau s'était arrêté. Un étrange silence planait sur le Titanic. Ce ne fut qu'en voyant les sacs de la correspondance flotter dans la salle de courrier que l'on prit conscience de la gravité de la situation. Une pointe immergée de l'iceberg avait ouvert une série de brèches dans la coque sur une longueur de 76 mètres environ. L'eau s'engouffrait désormais trop rapidement. Elle avait déjà envahi les 6 premiers compartiments étanches et avançait inexorablement. Le pont commença à se remplir de passagers inquiets. Les marins se mirent à préparer les canots de sauvetage, mais par manque d'exercice, l'opération avançait lentement et difficilement. Dans la salle des machines, les hommes travaillaient avec de l'eau jusqu'à la taille, et malgré l'ordre qui leur fut donné de monter sur le pont, les machinistes continuèrent héroïquement dans l'espoir de contenir le flux d'eau. Grâce à leur sacrifice, le navire put rester à la surface plus que prévu, permettant ainsi à un grand nombre de passagers de se sauver. Le commandant ordonna au télégraphiste d'envoyer un SOS qui fut reçu par plusieurs bateaux, dont le Carpathia, qui se dirigea immédiatement vers le Titanic. Dans la 3e classe, l'eau arriva 10 minutes à peine après la collision, et les gens étaient de plus en plus nombreux à monter sur le pont. L'inclinaison de la proue augmentait d'une manière inquiétante. Malgré tout, la tranquillité régnait parmi les passagers. Beaucoup avaient été avertis de mettre leur gilet de sauvetage et l'on pouvait voir des dames porter encore leur robe du soir en dessous du gilet. L'orchestre se mit courageusement à jouer. Les femmes et les enfants montèrent sur les chaloupes qui furent finalement mises à la mer, même si le nombre de personnes était inférieur à celui qui aurait pu être embarqué. Un bateau à vapeur fut aperçu au loin, mais les fusées lancées ne furent pas entendues comme des signaux de détresse. Quelques-uns se jetèrent dans l'eau glaciale dont la température était à 3 degrés au-dessous de zéro. Tout d'un coup, les lumières s'éteignirent. Le navire se coupa en deux. La proue sombra et la poupe sembla se dresser. Mais quelques instants plus tard, elle se mit à couler elle aussi. Lorsque tous les canots furent descendus, il restait encore 1500 personnes à bord. Tous moururent entraînés par le navire dans les fonds marins ou gelés dans l'eau glaciale de l'Atlantique. Peu après 4 heures du matin, les survivants qui se trouvaient dans les chaloupes furent récupérés par le Carpathia. Le Titanic venait de sombrer dans les abysses, se posant sur le fond à plus de 4000 mètres de profondeur. Le naufrage du Titanic fut considéré par certains comme une punition divine pour la présomption et l'insolence arrogante de l'homme. Les rapports concernant le navire parlent ponctuellement de ce marin qui, à la fin des travaux, observa satisfait. Dieu lui-même ne pourrait faire sombrer le Titanic. Le navire était plus qu'imposant.
Tout était construit à une échelle gigantesque. Les chaudières étaient si grandes qu'un train aurait pu y passer. L'ancre pesait 15 tonnes. Le gouvernail était plus long qu'un terrain de cricket et avait un poids de 100 tonnes. Il était inévitable que tous ceux qui voyaient le Titanic pour la première fois restent frappés par sa majesté et reconnaissent que rien n'aurait pu le faire couler, pas même Dieu. Quand le Carpathia, le navire qui transportait les survivants, arriva à New York, un mandat de comparution était déjà prêt pour Bruce Ismay, le président de la compagnie de navigation White Star Line, qui avait échappé au désastre en montant dans une chaloupe avant même que toutes les femmes et les enfants ne soient embarqués. Le Titanic avait reçu plusieurs messages l'avertissant de la présence d'une grande quantité de glace sur sa route. Des messages qui ne parvinrent jamais sur la passerelle. L'objectif de la White Star Line était de faire arriver le navire à New York avec quelques heures d'avance pour battre un record. La présence à bord du président Ismay influença les décisions du capitaine Smith, qui maintint une vitesse élevée, négligeant les normes de sécurité normales. En outre, les vigies, qui n'étaient que deux et n'étaient pas équipés de jumelles, aperçurent l'iceberg lorsque ce dernier n'était qu'à 500 mètres du navire. Une distance qui fut parcourue en moins de 40 secondes. À cause de règlements antiques, le Titanic n'était équipé que de 16 chaloupes et de 4 canots, capables d'embarquer seulement 1178 personnes, alors que le Titanic pouvait accueillir 3000 passagers. Le manque d'exercice et le comportement mesquin de certains ne permirent de sauver que 32% des personnes à bord, au lieu des 53% qui auraient pu échapper à la mort si toutes les chaloupes avaient été correctement occupées. Sans compter que ce furent surtout les passagers de la première classe à se sauver. À qui en incombe la faute? Il est indubitable que les plus grands responsables de cette catastrophe sont le comportement arrogant et présomptueux de certains hommes qui crurent réellement qu'un navire insubmersible pouvait exister. Le leur, le Titanic. Ce ballon ovale est le LZ-4, un des premiers dirigeables de l'histoire. Cette machine volante fut construite par Ferdinand von Zeppelin, général de l'aéronautique, et elle s'éleva pour la première fois dans le ciel de Friedrichshafen en Allemagne en 1908. Cet étrange ballon fut l'archétype de tous les dirigeables. Au début du XIXe siècle, les Zeppelin devinrent les protagonistes des débuts de l'aviation. Ils étaient construits à des fins scientifiques, mais également militaires. Naturellement, le développement des technologies aéronautiques s'intéressa plus aux avions qui étaient certainement plus maniables et plus rapides. Toutefois, le sort des Zeppelin ne dépendit pas vraiment de l'arrivée des avions, mais surtout des nombreux accidents qui se produisirent. « 2 septembre 1925. Il ne reste du Shenandoah que les pièces tombées au sol.
L'arrière a précipité dans un lieu isolé sans faire de victimes. Mais d'autres pièces sont tombées sur la ville voisine. Cet énorme dirigeable gonflé à l'hélium était considéré comme l'un des plus sûrs. Le dirigeable le plus solide du monde avait été frappé par la foudre durant une tempête. En 1926, un autre dirigeable connaîtra la gloire, le Norge. Le général Umberto Nobile, concepteur de ce dirigeable, survolera le pôle Nord. Le 10 avril à 9h30, le Norge quitte Rome pour un long voyage. L'aéronef quitte les îles Svalbard le 11 mai à 8h50 avec 16 personnes à bord et navigue à une vitesse de 80 km/h. Le 12 mai à 1h30, le Norge arrive au pôle Nord. Le 13 mai à 6h45, la Terre apparaît à l'horizon. Ce sont les côtes de l'Alaska et le petit village de Teller, non loin de Barrow. Je vis des personnes courir dans notre direction, mais plus loin, vers la droite, se tenait un groupe plus important. Les hommes saisirent la corde et le dirigeable alourdi, allant à une vitesse d'1 mètre par seconde, descendit vers la glace. L'atterrissage se fit en douceur. Le succès de la mission confirma que le dirigeable pouvait représenter le moyen de transport le plus approprié pour relever le défi des grandes traversées. La gloire des succès de Nobile fut affligée par la catastrophe qui survient au général et à son équipage de retour de la deuxième expédition au pôle Nord à bord du dirigeable Italia. C'est en 1928 que fut construit aux États-Unis le gigantesque Akron. Durant le mois d'août 1931, le plus grand dirigeable du monde fit le plein de carburant en puisant dans un nombre incroyable de bouteilles de gaz. En septembre, le secrétaire d'État à la marine Charles Adams décolla pour le premier vol d'essai. Grâce à une série de modifications, l'Akron se transforma également en un porte-avions. 3 appareils pouvaient être accrochés au moyen de bras mécaniques sophistiqués et transportés dans les zones de combat ou partir pour des missions de reconnaissance militaire ou scientifique. En 1932, durant la phase d'atterrissage, l'Akron se soulève soudainement, emportant avec lui 3 hommes accrochés à l'une des cordes. Un seul d'entre eux réussira à rejoindre le dirigeable. L'Akron effectua 63 missions, accumulant 1600 heures de vol. Le 3 avril 1933, alors qu'il survolait l'Atlantique du Nord, il fut surpris par une tempête et se précipita dans l'océan, frappé par la foudre. 18 jours plus tard, le 28 avril, son frère jumeau quitta le hangar pour son premier vol. Le Mâcon pesait 3 tonnes de moins et il était un peu plus rapide que l'Akron. Ce dirigeable était équipé d'une nouvelle invention, le nouveau système de communication via radio. Il pouvait ainsi changer de direction et communiquer avec les avions en vol pour qu'ils connaissent la position du porte-avions. Son capitaine, Albert Houllier, réussit même à envoyer un message au président Roosevelt qui, en juillet 1934, se trouvait sur un croiseur en plein océan Pacifique.
Avril 1934. Les nouvelles techniques avaient également amélioré les conditions de travail au sol, réduisant ainsi le nombre de personnes nécessaires pour l'atterrissage. Son commandant, le capitaine Williams, était considéré comme un génie du pilotage des grands dirigeables, et il n'avait jamais failli à son devoir. Au cours de la révision obligatoire, on s'aperçoit qu'il est nécessaire de renforcer la structure de la queue. Cela signifie suspendre momentanément les vols. Les responsables de la navigation ne voulurent pas en entendre parler. En février 1935, alors qu'ils naviguaient au-dessus de l'océan, une section de la queue s'affaissa et se brisa. Les interventions demandées durant la dernière révision n'avaient pas été effectuées. Le Mâcon sombra dans l'océan. Les rapports de l'accident parlèrent d'une erreur de pilotage. L'Allemagne possédait une grande expérience dans la construction des dirigeables, mais si le traité de Versailles interdisait aux Allemands de construire des machines militaires, il ne dictait pas les règles concernant les dirigeables civils. En 1928, le Graf Zeppelin quitta le hangar de Friedrichshafen, avec à son commandement le capitaine Eckener, qui le soumit à des tests rigoureux. Le but était de prouver que le dirigeable était le moyen le plus fiable pour transporter des personnes sur de longues distances. Avec la collaboration de la Lufthansa, Eckener créa une compagnie de transport de marchandises et de passagers avec les dirigeables. Il traversa plusieurs fois l'Atlantique, fit le tour du monde et n'eut jamais d'accident. Il transporta pendant 10 ans plusieurs milliers de passagers, souvent très riches, qui occupaient les cabines somptueuses situées à l'avant du dirigeable. L'Allemagne, désormais nazie, construisit en 1936 un autre dirigeable, l'Hindenburg. Les deux dirigeables avaient également la tâche d'assurer des missions de propagande pour le parti. C'est pour cette raison que les États-Unis, qui faisaient partie des rares producteurs d'hydrogène servant à gonfler les aéronefs, refusaient de vendre le gaz aux Allemands. L'Hindenburg traversa 10 fois l'océan. Les atterrissages étaient toujours difficiles, souvent à cause du vent. Le 6 mai 1937, l'Hindenburg attendit pendant 6 heures que les conditions atmosphériques s'améliorent pour pouvoir atterrir. C'est alors que se produisit l'explosion. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 20, 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. Oh, the humanity and all the... Attentat anti-nazi ou catastrophe provoquée par des phénomènes magnétiques ou physiques? Personne ne le saura jamais, mais les hypothèses furent nombreuses. La messe pour les victimes eut lieu à New York, et les nazis se présentèrent nombreux pour saluer les victimes, en défilant devant les officiers américains. La catastrophe de l'Hindenburg marqua la fin des grands dirigeables chargés du transport de passagers. Aujourd'hui, les nouvelles technologies pensent aux dirigeables comme moyen de transport écologique dans un futur prochain. Le transatlantique Andrea Doria est mis à l'eau en 1953 pour célébrer la renaissance de la marine italienne. Le 17 juillet 1956, le bateau quitte le port de Gênes pour l'énième traversée de l'Atlantique. Le 25 juillet 1956, alors qu'il effectue sa 101e traversée, l'Andrea Doria entre en collision avec le brise-glace Stockholm. Les deux navires se heurtent dans l'océan.
Après de longues heures d'agonie, l'Andrea Doria coule à 225 pieds de profondeur environ. Sur les transatlantiques de luxe, des règles rigoureuses établissaient que toute embarcation en vue devait être signalée. Vers 2h40, un point lumineux apparaît soudainement sur le radar du brise-glace Stockholm. Pendant ce temps, joie et bonne humeur règnent dans la salle des fêtes de l'Andrea Doria. Personne ne se rend compte du danger imminent, et encore moins les passagers. La distance entre les deux navires est de 12 000 nautiques. Lorsque cette distance commence à diminuer, l'homme de vigie estime, en regardant la route, que les deux navires se croiseront à bâbord vers la gauche. Une erreur d'évaluation qui conduira à la catastrophe. Sur l'Andrea Doria, on a l'impression que le bateau qui se rapproche arrive de droite. À l'improviste, le Stockholm vire encore plus à tribord et l'Andrea Doria plus à bâbord. Et tous deux se dirigent droit vers la collision. Il est environ 23 heures locales lorsque le Stockholm surgit de la brume épaisse et file à grande vitesse vers le côté droit de l'Andrea Doria. Les deux capitaines ne peuvent rien faire, si ce n'est envoyer un SOS et donner l'alarme. C'est la plus grande tragédie de l'histoire de la marine civile moderne. Après sa collision avec le Stockholm, le transatlantique de luxe Andrea Doria se retrouve couché sur le flanc. Bien que la proue du navire soit complètement détruite, le Stockholm réussit à faire route vers New York, après avoir embarqué à bord 500 naufragés de l'Andrea Doria. Une brèche de 14 mètres s'est ouverte sur le flanc du transatlantique. Les secours immédiats ont évité des pertes humaines supplémentaires. Le travail des sauveteurs fut exemplaire et ce n'est que grâce à une logistique parfaite qu'un grand nombre de personnes purent survivre à cette tragédie. En 10 heures, 2500 personnes furent sauvées alors que l'Andrea Doria sombrait lentement. Mais il n'y eut rien à faire pour les 50 personnes emprisonnées dans la coque. Tchernobyl est une petite ville de l'Ukraine, sur la rive septentrionale du bassin artificiel de Kiev. Tchernobyl est la centrale nucléaire où se produisit le 26 avril 1986 l'accident nucléaire qui relâcha dans l'atmosphère des matières radioactives qui contaminèrent gravement la zone et dont les effets furent enregistrés dans toute l'Europe. Le 26 avril 1986, le monde connaît la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. La quantité de radiation relâchée par l'explosion du réacteur numéro 4 de Tchernobyl est 100 fois supérieure à celle qui fut libérée par les bombes de Hiroshima et de Nagasaki ensemble.
La population de 3 pays, la Biélorussie, l'Ukraine et la Fédération russe, furent touchées. Les substances chimiques les plus lourdes retombèrent sur le terrain environnant. Les particules les plus légères créèrent un nuage radioactif qui contamina gravement les 3/4 de l'Europe et des millions de personnes. Selon un bilan soviétique de l'époque, cette catastrophe aurait fait 237 blessés et 31 morts, dont 29 pour exposition prolongée aux radiations. Toutefois, des données non officielles parlent aujourd'hui de 15-30 000 morts et de plusieurs millions d'invalides. Contrairement à toutes les autres centrales nucléaires des pays occidentaux, la centrale de Tchernobyl n'avait pas de bâtiment de confinement qui aurait pu empêcher les produits radioactifs de s'échapper au-delà de la zone du réacteur. « 130 000 personnes furent évacuées de la région. Les pompiers furent les premiers à intervenir sur le site, sans aucune protection ni mesure de sécurité. Beaucoup d'entre eux moururent, mais ils réussirent à maîtriser l'incendie. Il restait toutefois le problème du réacteur découvert qui libérait dans l'atmosphère des particules fortement radioactives. Ce problème fut partiellement résolu grâce à une escadrille d'hélicoptères qui déversèrent sur le réacteur plus de 5000 tonnes d'argile sèche et de sable. Pour absorber une partie de la chaleur, du plomb fut également utilisé pour qu'il se fonde et scelle le tout en se solidifiant. La centrale nucléaire de Tchernobyl produisait 4000 MW électriques, une puissance à peine inférieure à celle qui est consommée par la région lombarde. Construite en 1983, elle était de type RBMK, avec un noyau constitué de barres d'uranium enfilées à l'intérieur de tuyaux dans lesquels passe l'eau de refroidissement. Ce type de réacteur a une particularité fâcheuse. Si la température monte de manière incontrôlée et si le graphite est exposé à l'air, celui-ci commence à brûler et arrive à une température très élevée, ajoutant ainsi un problème supplémentaire. Est-ce cela la cause? Pourquoi une telle inattention de la part des employés chargés de la surveillance? S'agit-il d'un moment d'inattention ou d'un acte prémédité? Le 26 avril 1986, une révision était en cours pour contrôler si le système de sécurité fonctionnait normalement. Les systèmes d'arrêt automatique et de refroidissement du noyau furent désactivés pour des raisons techniques. De plus, le réacteur fut amené à fonctionner à une puissance très inférieure à celle où le noyau devient instable.
À 1h23, le réacteur atteignit en 20 secondes 100 fois sa puissance normale. La température interne s'éleva considérablement. L'eau de refroidissement commença à bouillir et haussa la pression interne. L'explosion détruisit le noyau, le bâtiment de confinement et la salle des turbines. Le graphite prit alors feu et la colonne de fumée qui s'éleva transporta dans l'atmosphère des tonnes de substances radioactives. 15% retombèrent sur la centrale, 50% dans la zone située autour de la centrale, et le reste fut transporté par les courants, puis descendit sur l'Europe centrale et méridionale. La dose absorbée par les Italiens fut égale à celle d'une radiographie, mais moins dangereuse puisqu'elle avait eu le temps de se diluer en une semaine. Les choses en Ukraine furent au contraire bien différentes. Certains employés de la salle de contrôle sont à l'heure actuelle en bonne santé, mais d'autres moururent pour syndrome aigu d'irradiation. Il y eut 39 morts durant la première année et 9 au cours des années suivantes pour avoir été exposés à des doses excessives de radiation. Après l'explosion, un autre problème se présenta. Il fallait évacuer les zones touchées. La zone rouge, c'est-à-dire la zone contaminée située autour de la centrale de Tchernobyl, s'étend sur 3000 km² environ, répartis dans un rayon de 50 km de la centrale. À l'intérieur de ce rayon, certaines zones subirent un taux de contamination 100 fois plus élevé que le niveau d'alerte. Et l'on mesura dans d'autres zones une radioactivité de l'air identique à celle qui fut absorbée par le terrain. Seules 135 000 personnes se laissèrent convaincre d'abandonner leur habitation. Comment se déroulèrent réellement les faits? Cela reste toujours un mystère. Serait-ce à cause d'une expérimentation manquée? Les infractions aux procédures de sécurité auxquelles sont habituellement soumis des réacteurs tels que celui de Tchernobyl furent nombreuses et auraient donné lieu à des conséquences pénales en Europe. De plus, les opérateurs de la centrale et les autorités, qui n'étaient pas du tout préparés pour un problème de cette envergure, s'occupèrent de cette urgence d'une manière tout à fait désastreuse. En effet, ils mirent des heures à comprendre qu'une explosion s'était produite et n'évacuèrent la ville de Pirpla, la première à être contaminée, qu'1 jour et demi après l'accident. Moscou essaya de minimiser les faits jusqu'au bout. Le président Mikhaïl Gorbatchev n'interviendra publiquement que le 14 mai 1986. Le 15 décembre 2000, l'Ukraine a fermé le 3e réacteur de Tchernobyl, le dernier qui était encore en fonction sur les 4 d'origine. Le K-141 Kursk était un sous-marin nucléaire lance-missiles du type Oscar II. Il mesurait 154 mètres de long, pesait 13 900 tonnes en surface et 18 300 tonnes en plongée. Sa vitesse de navigation, sous le niveau de la mer, atteignait 28 nœuds grâce à un moteur activé par 2 réacteurs nucléaires. Il était armé de 24 torpilles ou missiles de type SSN-15 et SSN-16. Le sous-marin nucléaire K-141, la fierté de la marine militaire russe, avait exécuté une mission dans la mer Méditerranée d'août à octobre 1999 afin d'observer et d'espionner les exercices de l'OTAN au large de la Sicile.
Il avait ensuite été affecté à la première mission dans la Méditerranée. La petite flotte russe, composée justement du K-141, d'un porte-avions et d'autres navires, aurait dû retourner dans la mer Méditerranée vers la fin de l'an 2000, pour démontrer à l'OTAN que la marine militaire russe était encore effective. Pour cela, des manœuvres avaient été prévues dans l'Adriatique. Toutefois, avant d'aller dans la mer Méditerranée, des essais avaient été programmés dans la mer de Barents. C'est lors de ces manœuvres que le K-141 eut un accident dont les causes restent encore inconnues, et il coula au fond de la mer avec ses dangereux réacteurs qui, dit-on, auraient été éteints à temps. 118 marins perdirent la vie. La marine militaire russe soutient la thèse d'une collision entre le Kursk et un sous-marin de l'OTAN qui aurait été en train d'épier ses mouvements. D'autres théories ont également été avancées. La plus crédible est celle de l'explosion d'un missile alors que ce dernier était lancé pour des exercices. Ce qui donne pourtant à réfléchir, c'est que si les manœuvres effectuées en mer de Barents avaient été concluantes, le Kursk aurait lancé les missiles suivants dans l'Adriatique. Durant les exercices prévus à cette période, et qui sait ce qu'il se serait produit? Peut-être rien, et les 118 marins seraient encore vivants. Ou pire encore, l'Adriatique, déjà déclarée mer perdue, se retrouverait avec 2 réacteurs nucléaires sur le dos, ou plutôt sur le fond. Ces principes sont les mêmes pour toutes les marines militaires. La présence stratégique de sous-marins nucléaires vient avant la sécurité et le respect de l'environnement et de la population. Il n'y a qu'une seule solution: interdire la circulation de ces instruments de mort. Le New York Times a obtenu des sources gouvernementales la synthèse d'un rapport classé top secret qui mettait clairement en garde contre le danger du terrorisme islamique et dénonçait l'absence de ressources à la disposition du FBI pour combattre des organisations telles que celle de Bin Laden. Ce document fournissait des recommandations détaillées et indiquait les financements nécessaires pour mettre le Bureau fédéral d'investigation à la hauteur de la situation. Tout le monde savait, mais personne n'a bougé. C'est ce que l'on peut conclure en lisant les journaux américains. L'administration de Bush a pris tout le monde à contre-pied en révélant les détails qui font du 11 septembre une tragédie annoncée. Le procurateur général de l'antiterrorisme a clairement annoncé qu'il y avait des signes évidents d'une attaque imminente contre les États-Unis, et tout laissait présumer que l'objectif aurait été justement les Twin Towers. Il existait même un rapport détaillé sur l'insuffisance du FBI et une demande de fonds pour la lutte contre Al-Qaïda que le département de la justice avait repoussé avec une ponctualité sinistre, un jour avant que les pirates de l'air n'entrent en action. Mikhail Chertoff, assistant attorney général, section criminelle, dit « Le 10 septembre, tout le monde savait ce qu'il fallait savoir, ce qu'il serait arrivé. Nous savions que le World Trade Center était une cible. Nous savions qu'un avion pouvait être utilisé comme une arme. Ajoutez tout cela aux menaces de Bin Laden. Il garantit que le département de la justice était en train de travailler d'arrache-pied et conclut, suivant un slogan bien connu de la Maison-Blanche, « La nation ne pourra jamais être sûre à 100%. »
collecting money there and for the victims, and it's not always working. C'è There's una, another computer c'è la where, possibilità attraverso il where computer people like Ellis myself. Island. Di quelle macchine che passano. L'auto de la police de New York, avec ses gyrophares multicolores régulièrement en fonction, roule sans problème dans les rues de New York, qui, ce vendredi, s'apprête à terminer la semaine pour se dédier au week-end. So they can easily come here to Georgia in terms of getting honors and that's it. What's the name of it? Sur la West Avenue, les derniers instants d'un coucher de soleil se reflètent sur les grandes vitres des gratte-ciels de Manhattan vers le Financial District. Au checkpoint, qui signale le début de la zone interdite de Ground Zero, les voitures dévient vers la gauche, tandis que nous poursuivons sur une route qui se vide lentement pour laisser la place aux véhicules du chantier, aux autos de la police et de la sécurité. Nous entrons dans ce gigantesque chantier où matériaux et machines s'appuient aux immeubles de la City. Terre-plein, cours et parking sont occupés. Le tout étroitement surveillé par une présence considérable de la police. Ground Zero est un chantier tout particulièrement contrôlé. Il est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et se trouve dans un lieu où travaillent des dizaines de milliers de personnes, munies d'autorisations spéciales et de cartes d'identité sans lesquelles ils ne pourraient avoir accès au bureau. Tant que vous n'y entrez pas, vous ne pouvez pas voir cette fosse qui ressemble à une bouche ouverte sur l'enfer. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que, cachée par une forêt de gratte-ciel, se trouve là la blessure du 11 septembre 2001. Les New-Yorkais ont décidé de réduire le plus possible l'image de cette blessure. Ils ne veulent pas que le lieu de cette tragédie attire les touristes. Ils ne veulent pas exposer ce spectacle tragique à la curiosité pitoyable du monde. Tout a été étudié pour réduire l'impact du chantier sur la ville. C'est pour cela qu'il est rigoureusement interdit d'entrer dans la zone dans laquelle je me trouve, grâce à une série de circonstances favorables et quelques connaissances bien placées. Mais malgré cette réserve, le pragmatisme de la Grande Pomme a construit un grand balcon en bois qui offre contre paiement une vision partielle de ce qui était une fois le World Trade Center. Même le policier du New York Department au volant de la voiture doit répondre aux contrôles répétés de ses collègues qui occupent les routes d'accès. Nous nous arrêtons tout d'un coup pour laisser passer un cortège de pompiers suivi d'une ambulance avec sirène et gyrophare éteints. Notre chauffeur nous explique qu'ils sont en train d'emporter les restes d'une victime. C'est une scène qui se répète souvent et dans ce cas, le chantier s'arrête et l'émotion monte. Tous ceux qui travaillent ici savent qu'ils se trouvent dans un cimetière, une grande fosse commune, qui ne restituera jamais toutes les victimes qu'elle a englouties. Il est impossible de descendre de l'auto pour des raisons de sécurité, de protection personnelle et pour ne pas gêner le travail qui se déroule sous les réflecteurs fixés à une hauteur de 50 mètres sur les bras des grues et des gratte-ciels environnants. Les décombres ont été en grande partie enlevés. Il est possible de voir les fondations des 2 tours et ce qu'il reste des parkings souterrains. Les gens travaillent à 30 mètres au-dessous du niveau de la route et les véhicules lourds, les excavatrices et les camions peuvent y accéder au moyen d'une rampe gigantesque. Hommes et véhicules semblent des jouets au milieu de ce cadre immense. L'objectif pour le moment est d'assainir cette zone avant de décider laquelle de ces 2 options sera prise en considération. En faire un énorme monument commémoratif en souvenir des victimes et contre le terrorisme, ou reconstruire d'une manière plus audacieuse qu'avant. Les uns et les autres soutiennent que ce serait le meilleur moyen pour que le monde n'oublie pas. En attendant, une croix est là pour témoigner.
Un morceau de poutre en acier soutiré des décombres et 2 faisceaux de lumière qui, dirigés vers le ciel, représentent l'espace sans corps occupé par les 2 tours. À 2 pas de là, la clôture de l'église Saint-Paul est recouverte de panneaux, fleurs, photos et messages. Une myriade de drapeaux américains et un nombre incroyable de jouets apportés par les enfants qui ont perdu quelqu'un et par ceux qui ont perdu quelque chose. Le rêve de la sécurité. Le bruit assourdissant et les couleurs irréelles de la nuit qui tombe font penser à un cercle dantesque. Parce que la profondeur du chantier semble augmenter à côté de ces bâtiments de 70 étages. Du fond du chantier jusqu'au sommet des immeubles environnants, 200-250 mètres de parois artificielles se dressent avant de rencontrer le ciel. En levant les yeux, on aperçoit les dégâts que l'attentat a provoqués aux édifices voisins. Toits et vitres défoncés, protégés par des bâches immenses. Un bâtiment d'environ 70 étages devra être démoli à cause des dommages subis et en attendant ce moment, il arbore un grand drapeau américain. Notre parcours autour du chantier se termine lentement et l'angoisse grandit. Une question revient à l'esprit. Quel mystère renferme l'esprit humain? Comment peut-on être capable de créer des œuvres technologiques incroyables telles que les 2 tours et avoir une telle cruauté destructive? L'ami qui nous accompagne me rappelle que dans les années 70, New York était au bord de la faillite et avait dû demander des prêts à l'État fédéral pour relever les caisses municipales. À l'époque, les titres des journaux annonçaient « New York va en enfer ». Je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'une menace ou d'une exclamation de stupeur. Aujourd'hui, personne ne dirait ou n'écrirait une chose semblable, au contraire. Voulant obligatoirement voir un signe d'espérance, l'attaque des tours a rapproché New York des Américains, qui l'ont toujours considéré comme une tranche d'Europe sur leur territoire, et donc un peu différente de leur culture. Un peu snob pour être américaine. Il est évident qu'aucun New-Yorkais ne peut être heureux d'une telle sympathie américaine à leur égard. Sympathie qu'ils ont payée en devenant une ville martyre. Malchance? Fatalité? Simple inattention? Toujours est-il que dans l'antichambre des grandes catastrophes, il y a presque toujours la main de l'homme. Harald de Wolf, constructeur du Titanic, opta pour la solution combinée de moteurs alternatifs et d'une turbine à vapeur à basse pression. Les premiers faisaient tourner les 2 grandes hélices externes de 7 mètres
et la vapeur résiduelle alimentait la turbine qui actionnait l'hélice centrale de 5 mètres de diamètre. Les hélices assuraient au navire la poussée nécessaire pour atteindre les 21 nœuds de croisière, soit environ 38 km/h. La puissance totale était de 46 000 horsepower, obtenue grâce à 24 chaudières double face plus 5 simples faces, chacune ayant une longueur de 6 mètres et un diamètre de 5 mètres, avec 3 fours aux extrémités. Chaque chaudière pesait environ 100 tonnes. Le navire fut doté de 4 cheminées d'un diamètre aussi grand que 2 trains pouvaient se tenir l'un à côté de l'autre. La 4e cheminée, celle qui se trouvait le plus vers la poupe, était factice et ne servait qu'à assurer la ventilation nécessaire aux nombreux locaux du Titanic, mais également pour une question de beauté et de prestige, pour transmettre une image de puissance et de vitesse. Durant les années 30, le dirigeable allemand Zeppelin assurait la liaison entre Berlin et New York. Il fallait environ 3 jours pour couvrir cette distance si les conditions étaient favorables. Il accueillait à bord 60 passagers et offrait un confort comparable à celui des transatlantiques. Pour sa promotion, la société de navigation du Zeppelin avait diffusé un opuscule de 15 pages décrivant les caractéristiques du dirigeable, la vie à bord, le nombre de bagages à porter, comment se vêtir, comment passer le temps. La population de la ville de Tchernobyl fait son possible pour se reprendre, pour recommencer à vivre. Mais elle doit faire face aux tumeurs, à la leucémie, à la nourriture contaminée. Le niveau de césium enregistré dans les terrains cultivés est excessivement élevé. Mais les gens ne veulent pas abandonner leur maison. Ils meurent l'un après l'autre, mais ils s'estiment tout de même heureux d'avoir droit à des vacances payées. Toutefois, l'État ne peut plus se permettre de débloquer des fonds spéciaux pour la tragédie nucléaire. Construit dans les chantiers de Severodvinsk, au nord de la Russie, le Kursk a été mis en service en 1944. Il pouvait rester 120 jours en immersion à 500 mètres de profondeur. C'était un submersible nucléaire, un lance-missile de type Oscar II, selon la classification OTAN. La tragédie du sous-marin russe Kursk, qui a coulé dans la mer de Barents, reste toujours un mystère.